Merci beaucoup à tous pour votre présence à ce nouveau webinaire organisé par Training News sur l'impact de la crise sur les opérations M&A en France. Alors, comme vous savez, le M&A est un secteur un petit peu cyclique qui suit l'activité économique. En période de croissance, il y a beaucoup de transactions, beaucoup de deals, et c'est ce qu'on a connu ces dernières années. Et puis, en période de ralentissement économique, on l'a vécu il y a une dizaine d'années avec la crise des subprimes, le nombre d'opérations est un peu en diminution. Alors, la crise qu'on vient de vivre est inédite par sa nature, par son ampleur. Il y a beaucoup d'opérations M&A qui ont été suspendues, retardées, redéfinies parfois. On a par exemple vu que le VMH même voulait renégocier certaines clauses dans le cadre de l'acquisition de Tiffany, qui avait été annoncée en fin d'année dernière. Donc, on va parler de tout ça. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Michael Lazanco, qui est partenaire au sein de la boutique M&A Cambon Partners depuis déjà plus de 15 ans. Et qui va nous partager son analyse de la situation et évidemment répondre à nos questions, à vos questions. On sera avec Yongtier un petit peu vos relais, donc n'hésitez pas à vous servir du chat ou de la plateforme Q&R pour poser vos questions et Michael Lazanco il pourra y répondre. Donc merci en tout cas monsieur pour votre présence, on est honoré. Je vais vous donner la parole en vous posant la première question. Peut-être quel est votre ressenti, comment l'activité au sein de Cambon Partners s'est déroulée ces derniers mois? Est-ce que vous avez annoncé autant de deals que prévu et quelle est la situation aujourd'hui pour votre boutique? Okay. Avec grand plaisir, merci à Guillaume, merci à l'équipe de m'inviter et de participer à ce webinaire. Sujet en effet que vous imaginez, on discute à peu près tous les jours avec nos clients et nos prospects, c'est un petit peu l'impact de la situation sur les opérations. Et je pense qu'on a une vision qui est peut-être forcément qui n'est pas exhaustive du marché, puisque nous, déjà, on est une boutique, donc on ne s'adresse pas au large cap et avec des focus sectoriels assez historiques et on va dire assez ressentis, et avec aussi un scope d'opération qui est peut-être un peu différent des autres. Je pourrais y revenir quand on va parler en effet de l'impact sur les opérations. Sur nous, sur Cambon, on avait ces 2 dernières années à peu près un rythme d'une 40aine de deals par an. Donc ça, quand vous enlevez les vacances, grosso modo, ça fait 4 deals par mois. Il est évident que le rythme a été ralenti depuis le début du Covid. On va dire qu'on a réussi à faire un très bon début d'année. Les 4 premiers mois ont été hyper dynamiques, même avril. Pendant le confinement en avril, on a closé 6 deals. Donc c'était pas mal, mais depuis ça on va dire c'est le résultat juste des efforts passés. Il est évident que on va dire pour quelque chose de plus normatif, mai et juin sont des meilleurs témoins, et c'est forcément ralenti, mais on va dire qu'on a la chance par notre aspect assez spécialisé d'être plutôt préservé parce qu'on est plutôt sur les très bons sujets. Et on pourrait y revenir aussi un petit peu sur les tendances moyen terme sectorielles. Mais nous, on croit pas mal que les sujets qu'on adresse techno-digitaux sont évidemment même s'ils ont pu souffrir pour certains sur le court terme, sont des très bons supports moyen terme. Donc, c'est quoi un peu peut-être les stigmates, juste si je reviens un peu sur les stigmates de cette crise et pour comprendre un petit peu ce que ça a pu engendrer sur les opérations M&A, c'est clairement pas une crise comme on a pu les connaître précédemment. C'est pas une crise purement financière, un sujet de dette, de liquidité, que ce soit au niveau des États ou au niveau des banques. C'est pas une crise qui est liée à une surchauffe sectorielle comme ça a pu être le cas en 2000 avec l'éclatement de la bulle. C'est avant tout d'abord une crise sanitaire qui est devenue une crise économique globale puisque tout simplement ça a paralysé l'économie. Il y a le fond de ça, c'est juste que les corporates et les personnes ne pouvaient plus agir comme avant. Et ça, dans une crise sanitaire, ça a transformé, c'est venu en une crise économique qui se transforme aussi en crise sociale. On a parlé des US avec les 30 millions de chômeurs, on parlait de l'Inde, on parle de 160 millions de chômeurs. Et on est assez préservé sur cette crise, on va dire, sociale en Europe et notamment en France, du fait de plein de choses, du fait déjà des mesures qui ont été adoptées pour aider les entreprises avec le PGE, avec le chômage partiel, avec le décalage des charges sociales et le gel
toutes les procédures collectives qu'il y avait pu avoir. Donc aujourd'hui, c'est comme un patient malade avec une assistance respiratoire. Pour l'instant, tant qu'on débranche pas, tout va bien. Le grand sujet qu'on peut avoir sur l'impact social, en tout cas en France, de cette crise et bien évidemment économique pour les entreprises, on va le voir à la fin du Q3 ou Q4 pour voir une fois qu'on va débrancher, voir ce qui va se passer sur les entreprises. Mais il est évident que les gens qui sont positionnés, on discute avec pas mal d'avocats en restructuring, donc les deals restructuring vont être certainement très très denses au Q4. Donc, autre stigmate un petit peu de cette crise, on dit que c'est une crise mondiale et une crise sur tous les secteurs. On va y revenir, il y a forcément des secteurs qui sont plus ou moins protégés que d'autres. Une chose intéressante à noter dans cette crise, et je pense que vous avez tous pu voir ça ces dernières semaines, à la différence des précédentes aussi, c'est que les marchés financiers ont été très résilients. La semaine passée a été la meilleure semaine du CAC depuis 2011. Vous regardez les US, le Nasdaq, les marchés européens les marchés financiers, hein, j'entends, boursiers sont juste excellents. Il y a une vraie décorrélation en ce moment. Toute bonne nouvelle ou tout semblant de bonne nouvelle est largement fêté par les marchés. Donc, voilà, on est dans une crise sans précédent et surtout à nouveau avec des stigmates qu'on n'avait jamais connus. Donc, c'est assez intéressant parce que le fond était quand même énorme. Hein. On parle d'un PIB en recul de plus de 7% en Europe. Il n'y aura pas de reprise, quoi. Aujourd'hui, tout le monde à peu près le dit, il n'y a pas de reprise en V qui se dessine. Donc, de se dire qu'on va être sur un moins 7% en 2020 en Europe, pardon, et qu'on ne va pas avoir du tout un plus 7% en 2021, on peut dire que cette crise va avoir certainement des effets plus long terme qu'on ne le pense. Si on fait justement un focus, en tout cas on dérive un petit peu sur les secteurs, bon, bien évidemment les secteurs les plus touchés, tout le monde a pu le voir, et puis ça s'est ressenti dans les transactions, c'est évidemment le travel. Travel leisure. Nous le online travel était un pan assez important de notre business. On a pu voir l'impact que ça a eu sur l'arrêt, tout simplement l'arrêt des transactions sur ce secteur. Le secteur aéro-aviation, voilà, que nous, on n'adresse pas, mais évidemment, ça va de soi que ce soit les avionneurs, que ce soit les compagnies aériennes, voilà, se sont pris un gros mur. L'auto, où là, au niveau des constructeurs, ça a été dur. Au niveau, bien évidemment, des sous-traitants, pareil. Et par contre, sur ce secteur-là, nous, les discussions qu'on a pu avoir sur des acteurs positionnés plutôt online dans la distribution sur les plateformes, c'est qu'eux s'attendent à une reprise plus prononcée que sur les autres, avec vraiment des décalages des actes d'achat, mais qui ont déjà repris post-déconfinement. Donc celui-là, peut-être un rebond plus significatif. Le retail physique, évidemment, à l'inverse du retail online, le retail physique a énormément souffert. Et la répercussion de l'arrêt de la consommation sur le retail, sur le tourisme, etc., c'est le secteur agricole qui a aussi souffert. A contrario, les secteurs qu'on voit être assez privilégiés par les investisseurs, par les corporates, c'est bien évidemment le secteur santé et tout ce qui est service à la personne lié à la santé, le secteur e-commerce, bien évidemment, qui a explosé, et les chiffres des Amazon et d'autres plateformes sont assez parlants. Hein. C'est juste assez incroyable ce qui se passe aujourd'hui sur ce secteur-là. Les médias online, bien évidemment. Et nous, on est assez persuadés que sur le moyen terme, le secteur du digital, parce que c'est celui qu'on traite tous les jours, bien évidemment, ce que cette crise a montré, c'est que la digitalisation des entreprises a été encore plus nécessaire. Aujourd'hui, à l'image de ce qu'on est en train de faire, de plus en plus d'échanges se font sur du pur online. Et tous les grands comptes se sont rendus compte à quel point le retard qu'ils avaient pu prendre dans certains projets devait être rattrapé. Voilà sur l'aspect sectoriel.
Donc ensuite, si on passe sur justement l'impact véritable et très circonstancié sur les opérations. Nous, clairement, on adresse 3 types d'opérations et c'est important, je le signale, parce qu'il y a des choses qui sont assez différentes selon les opérations. On adresse le secteur des levées de fonds, donc plutôt venture, growth equity, avec des fonds de capital risque, des fonds de capital développement. Le secteur de private equity, donc les deals type LBO. Et le secteur, on va dire, des transactions industrielles entre corporate, du M&A sell-side. On voit des choses assez différentes dans l'impact des deals. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 mars pour nous très concrètement? Plein de choses se sont arrêtées. Donc, ça a engendré quoi? Ça a engendré que énormément de process, la majorité, ont été mis on hold en disant, OK, grosso modo, on met un cordon sanitaire autour de ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, par prudence, on arrête les discussions, les transactions. Ça pouvait bien évidemment venir des contreparties, mais aussi de nos clients qui nous disaient on ne sait pas où on va, on arrête le process parce qu'on n'est pas capable de fiabiliser nos chiffres, on ne sait pas si les acquéreurs sont fiables jusqu'au bout des transactions, donc on s'arrête. Donc ça a été le réflexe, on va dire, de beaucoup. Le deuxième, et je parlerai peut-être d'un exemple de transaction qui est assez significatif, en tout cas dans cette approche, c'est là c'est même pas on met on hold, c'est on fait une croix sur la croissance externe où on ne veut plus regarder de dossier. Donc ça c'était le réflexe de certains fonds de private equity, de certains corporates qui disent voilà, pour l'instant c'est pas qu'on met on hold pour reprendre les discussions en 2 semaines, c'est jusqu'à nouvel ordre, pardon, on arrête tout. Et ensuite, quelques transactions, bien évidemment, je vous parlais des 6 qu'on a fait pendant le confinement, donc qui sont allés jusqu'au bout, avec évidemment la tentation dans ces moments-là de renégocier les termes. Donc, si je reprends ces 3 comportements, le on-hold, aujourd'hui, avec 3 mois de recul, certaines ont repris. Donc les gens sont dit ok, on a compris, même si dans les faits on ne sait pas exactement quels vont être les impacts, mais on est déjà un peu plus fiabilisé sur nos chiffres, sur l'année 2020. Donc on reprend les discussions. Le deuxième, ceux qui ont arrêté, c'est assez binaire. Hein. Certains ont rouvert les vannes en disant ok, on veut bien regarder des dossiers, et d'autres disent jusqu'en septembre, il ne se passera rien chez nous. Et le troisième, c'est, comme vous le disiez, les transactions qui, pour la plupart, sont allées jusqu'au bout, avec, le cas échéant, certaines renégos, mais qui ont été, sur les deals qu'on a connus, finalement assez marginales. Et par contre, en effet, certainement, maintenant, si on regarde le futur, une adaptation du comportement et des structures d'opération qui vont se faire. Aujourd'hui, si on prend ces différents types de deals, les deals de venture, growth equity, nous les fonds clairement nous disent avant, on recherchait l'hypercroissance, c'est ce qui nous guidait. Aujourd'hui, on va regarder des business plus résilients. Donc, bien évidemment, les business de software, SaaS, ce genre de boîte avec une prédictibilité du chiffre d'affaires importante, ils les privilégient. 2, sur les deals LBO de private equity, les leviers, évidemment, comme dans toute crise, baissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 2-3 derniers mois, les banques étaient majoritairement concentrées sur le fait de traiter ce que l'État leur demandait de traiter, donc les PGE, les garanties BPI, les crédits court terme, sauver les boîtes, hein, tout simplement, et n'étaient pas hyper focalisés sur les projets de développement, les projets de croissance externe, les projets de cash out, donc de LBO, en disant ça, on le verra plus tard. Clairement, ça change. Aujourd'hui, les départements de financement structuré vraiment ont repris ça, avec bien évidemment un regard beaucoup plus conservateur. Les prises fermes, c'est-à-dire une banque qui va prendre l'ensemble de la dette, qui va s'engager à prendre l'ensemble de la dette et qui syndiquera postérieurement au deal. Ça, nous, ça n'arrive plus sur nos deals. C'est des club deals où plusieurs banques vont se mettre pour faire la dette et avec des leviers qui vont être beaucoup plus raisonnables sur leur appréciation du risque. Et enfin, sur les deals M&A,
les acquéreurs sont de plus en plus enclins à profiter du basculement. On a été ces dernières années dans un marché vendeur. Clairement, c'est le side, hein, c'est les vendeurs qui avaient le pouvoir et on le voyait bien dans les process. On n'était pas encore passé totalement dans le marché buy-side, mais pour autant, les sujets de complément de prix, les sujets de garantie sont beaucoup plus durs dans les deals qu'on a aujourd'hui et qu'on va mener dans les prochains mois. Donc, on sait que la structuration, ce que vont rechercher les contreparties et la structuration des deals va être beaucoup plus dur dans les prochaines années. Alors, je vois qu'il y a une question sur les perspectives d'embauche en M&A. C'était passé, je pense, le prochain sujet en effet qu'on voulait aborder. Ça a un impact évidemment, donc je disais sur les deals. Donc de fait, ça a un impact sur les banques d'affaires et donc sur les équipes. Alors peut-être que Cambon n'est pas le meilleur exemple parce que voilà, nous depuis 16 ans qu'on porte ce projet, on a connu 16 ans de croissance. C'est la première année de décroissance qu'on connaîtra. Et donc, on a toujours continué à essayer à embaucher. Bien évidemment, là, on a eu le réflexe, comme je vous disais, de peut avoir certains corporates, c'était de se dire au 13 mars, il faut qu'on mette les choses on hold pour être capable de se dire, OK, où est-ce qu'on part, ce qu'on fait. Maintenant, avec les deals qu'on a closés dans le Covid, et puis surtout, à nouveau, les secteurs sur lesquels on est plutôt confiant dans notre futur. Donc, on veut pas s'arrêter de regarder ce qui se passe à l'extérieur. On continue à recevoir des CV, à échanger et à faire des Skype ou des Zoom ou des Teams ou quel que soit le support, mais avec des candidats. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce serait difficile pour nous le 9 juin de faire de nouvelles embauches. Je pense qu'on va reprendre véritablement les choses en septembre. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on s'est donné comme timing. On a la chance d'avoir une équipe très stable. Hein. On n'a pas de départ. C'est pas lié au Covid. Hein. Ça a toujours été le cas. Donc, on voit à peu près la taille de structure, comment l'adaptation de la taille de structure au nombre de deals. Il est évident que chez nous, les gens sont pas aujourd'hui fully booked. Mais ça permet de faire d'autres projets internes. Donc, pour nous, on va dire, on est assez préservé au niveau de l'équipe et je pense qu'on va reprendre rapidement, en tout cas, c'est ce qu'on espère, les recrutements. De ce qu'on entend, nous, par contre, de nos confrères, c'est que c'est plus dur. C'est plus dur pour eux parce que peut-être on va dire un historique de croissance moins prononcé, des secteurs peut-être plus diversifiés en termes de secteurs, donc il y a certains départements qui sont totalement à l'arrêt. On entend quelques volontés de structure de vouloir faire partir des gens. Donc même avant de parler d'embauche, déjà préserver l'effectif et certaines veulent faire partir des gens. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que on va avoir, nous, besoin dans ces prochaines années pour reconstruire les équipes, construire la croissance d'équipes juniors. Je pense que ça va être vrai pour tout le marché. Et il va falloir aller. C'est une période où on peut former. On a plus de temps à consacrer aux équipes. Nous, là, sur le mois de mai, on a mis en place des formations chez nous avec des prestataires externes parce que c'est le bon moment, parce que c'est toujours des sujets que les cabinets de conseil, les banques d'affaires repoussent. Pas un sujet d'investissement, mais tout simplement un sujet de temps. Et là, quand on avait le temps de le faire, et à partir du moment où on a le temps de le faire, on peut se pencher sur des profils juniors pour les façonner, en tout cas à l'image des banquiers de Cambon pour notre cas, mais des autres aussi. Je pense que beaucoup vont s'orienter sur des profils juniors. Je pense que pour les profils seniors expérimentés, ça va être un poil plus dur, ou ça va être assez binaire, des gens très juniors ou des gens plutôt très seniors originateurs.
voilà. Et nous, ce qu'on explique, ce qu'on a expliqué à nos équipes aujourd'hui, puisqu'on était aussi en taille d'équipe de stagiaires un peu réduit, hein. On est passé de 6 à 3 stagiaires. C'est-à-dire qu'on ne demandait à aucun stagiaire de partir, hein, mais ceux qui terminaient leur stage, les gens qui devaient arriver, on les a repoussés en septembre. Ce qu'on demande, nous, à toutes les équipes, c'est finalement pas de baisser d'un niveau, mais aux juniors, de faire aussi le taf que des stagiaires faisaient, aux VP, de descendre dans le stage, dans le taf des associates, et à tous les niveaux, quoi. Et voilà, moi cet après-midi, j'ai des slides à faire. Mais ça a toujours été le cas chez nous. Mais en tout cas, voilà, il faut que chacun mette un peu les mains dans le cambouis. Donc c'est évident que par rapport à l'auditoire et par rapport à tous les étudiants qui sont à l'écoute et qui vont se mettre sur le marché, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure période, c'est sûr, pour aller chercher du taf. Maintenant, honnêtement, quand je vois les banques d'affaires versus d'autres pans de métier, on est très, très préservé. Monsieur Azanco, juste, je rebondis sur ça parce que c'est vrai qu'on a un public majoritairement étudiant et donc intéressé par cet enjeu-là. On reviendra sur d'autres questions après, mais qu'on compare avec la crise des subprimes il y a une dizaine d'années. Moi, j'étais encore étudiant et j'ai eu la chance de m'insérer dans un marché de l'emploi qui était plus favorable en 2015-16 et qu'on écoutait en fait nos seniors et ils nous disaient qu'entre 2009 et 2011, c'était quand même très compliqué de trouver des postes, même d'analystes. Alors, on peut comprendre aussi un petit peu la crainte de certains étudiants. Est-ce que vous pensez que pendant 2-3 ans, ça va vraiment être un jeu différent ou est-ce que vous pensez que ça va être plus conjoncturel, qu'on va revenir à la normale plus vite? Difficile à dire. Je ne sais pas qu'on a tous connu ça, mais moi, je me suis lancé sur le marché du travail en 2000. J'étais aux US. À ce moment-là, je finissais mes études aux US et je suis arrivé en plein éclatement de la bulle. Et donc, voilà, j'ai cherché un job en VC. Donc, c'était compliqué. Donc, ça, je vois bien. On trouve toujours des moyens d'arriver à ses fins. C'est sûr qu'en volume, c'est une évidence que sur 2020, et moi, je crois même sur le S1 2021, les embauches dans le secteur M&A vont fléchir. Je ne veux pas dire le contraire, c'est une évidence. Maintenant, justement, peut-être c'est le but aussi d'échanger par ce webinaire, c'est de se dire, OK, une fois que je sais ça, c'est où est-ce que je vais, comment j'essaie de me donner les meilleures chances. Et moi, je parlais tout à l'heure des différentes lignes de métier ou des différents secteurs. Lignes de métier, et puis ça rejoint une des questions qu'il y avait sur les VC et ce qu'ils regardaient aujourd'hui. Donc, clairement, nous, on est assez persuadés là, que sur la fin de l'année et 2021, dans nos 3 lignes de business, venture, LBO et M&A, on va dire industriel, c'est le venture qui va être le plus fort. On a toujours eu ces 3 jambes et on va dire que le venture qui faisait peut-être 25% du business, je pense qu'il va faire plus d'un tiers en 2020 et on voit que c'est là où on a le plus de discussions. Et donc, je fais une petite digression, mais pour répondre à une question qui était posée là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on entend par les business les plus résilients et les industries qu'on regarde, en fait. Donc, les business les plus résilients, c'est à nouveau ceux qui sont le plus prédictibles dans le futur. Et c'est le plus prédictible, c'est ceux qui contractuellement engagent le plus de clients. Donc, c'est pour ça que les sujets SaaS, donc Software as a Service, donc vous payez un abonnement pour avoir accès à un service, comme quand vous le faites sur Zoom, quand vous êtes en version pro sur ces plateformes. Zoom qui a juste multiplié par 2 ses prévisions de chiffre d'affaires sur l'exercice. Ces business-là où le client est engagé et loqué pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et où donc, pour lui, c'est un OPEX qui se voit pas. C'est les business les plus résilients. Et à nouveau, historiquement, les boîtes pouvaient ne pas avoir de visibilité de retour, ou plutôt d'atteinte de la profitabilité, très court terme. Le but, c'était de l'hypercroissance. C'était, si je prends le business du software, on parle de MRR, Monthly Recurring Revenue. Donc, c'était, OK, c'est quoi ma croissance de MRR? C'est tout ce qui m'intéresse. Et voilà. Aujourd'hui, c'est OK, c'est bien la croissance de MRR, mais quand est-ce que la bottom line deviendra positive?
Et c'est en ça que ces business SaaS sont très intéressants pour les investisseurs. Les business aussi bien évidemment de plateformes, de marketplace intéressent beaucoup aujourd'hui les investisseurs. Tous les business évidemment tournés autour du médical, comme les plateformes d'intermédiation, les plateformes de télémédecine sont hyper intéressantes. Mais à nouveau, à condition, en tout cas nous, c'est vraiment le mot qui revient le plus dans la bouche des fonds de VC et de growth equity, c'est la résilience. Voilà. J'en profite pour regarder les autres questions. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un aspect que je n'ai pas abordé et qui est soulevé à 2 points, c'est l'aspect valorisation. J'allais en parler justement. Ah, okay. Bon, ce qu'on a vu, ça, il y a des indices qui sont sortis déjà au premier trimestre. On va dire hors effet Covid, on voyait que les valorisations déjà atterrissaient un petit peu. Il y a l'indice Argos qui parlait d'une baisse de 1 point. Donc, on était passé en moyenne de transactions de 10,3 à 9,3 fois. Nous, clairement, ce qu'on voyait sur tous les secteurs qu'on adresse, c'était une inflation des valos assez incroyable, mais avec un atterrissage quand même qui s'était produit fin 2019, début 2020, qu'on pensait arriver plus tôt. On pensait que fin 2018, déjà, les valos allaient baisser. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a été déjà arrivé à, on va dire, un espèce de palier début 2020. Donc, il est évident que on s'était tous dit, on se dit tous, il va y avoir un impact énorme sur les valos du fait de ce qui se passe. Honnêtement, pour l'instant, dans les négos qu'on a, assez peu. Assez peu pourquoi Je parlais tout à l'heure des marchés boursiers. La bourse n'a pas baissé. Donc voilà, si vous faites votre taf et que vous faites des comparables boursiers, vous verrez que les multiples, ils n'ont pas baissé. Et pour l'instant, il y a eu peu de transactions. Donc pareil, en essayant de regarder les transactions comparables pour voir la baisse, ça n'a pas été énormément le cas. Donc on s'attend à un impact, mais comme je disais, l'impact, il va être, moi je trouve, moins sur les valorisations que sur la structure de deal. À nouveau, ça veut dire se mettre moins à risque pour un acquéreur. Moins à risque, c'est avoir plus de paiements différés, plus de paiements conditionnés, plus de garanties. Et voilà, et un deal, c'est évidemment un tout. On peut vous donner une valo à 100, mais si on vous paye que 50 upfront, c'est un impact sur la valo. Alors, moi j'ai peut-être deux points à ce propos. Le premier point sur les valorisations, c'est super intéressant d'avoir cette analyse. Il y a aussi une part dans le prix qui est liée au contexte concurrentiel et à la compétition entre acheteurs. Est-ce que vous pensez que voilà, les acheteurs vont avoir plus de poids et vont pouvoir faire un petit peu baisser les prix par rapport à une valorisation donnée effectuée par le banquier en sell side? Ça, c'est une première question, parce que même si, effectivement, comme vous dites, les valorisations par les méthodes traditionnelles ne vont pas forcément trop baisser, il y a quand même ce contexte-là qui va jouer. Oui, j'ai pas tout entendu. Pardon. En fait, je me disais, par rapport à une valorisation en fait, réalisée par le banquier sell-side, est-ce que vous pensez que les acheteurs vont avoir plus de poids et le rapport de force va être plus côté acheteur pour faire baisser le prix, en fait, parce que le contexte concurrentiel va être plus côté acheteur que côté vendeur, comme vous l'avez énoncé au début? Clairement. Nous, ce qu'on voit actuellement, c'est assez binaire. C'est qu'on a et je pense que ça va être l'approche de pas mal d'investisseurs ou d'acquéreurs, on a des process on a notamment aujourd'hui 2 process en cours avec vraiment un emballement qu'on n'aurait pas connu pré-Covid. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de jolis actifs sur le marché. Donc, si vous avez un actif qui a soutenu sa croissance ou qui n'est pas en décroissance sur 2020, qui est très résilient, très engageant pour le client et avec une rentabilité intrinsèque largement démontrée, il y a un emballement qui est incroyable. Mais vraiment, ça, on l'a et qu'on n'aurait pas eu pré-Covid, parce que pré-Covid, il y a tellement de deals, tellement concurrentiels que les fonds ont regardé 10 dossiers à la fois. Là, il y en a qu'un à regarder. Donc, ils fondent dessus. On a ça. Et à l'inverse, des boîtes qui étaient, on va dire, sympas, mais pas des stars, là, on pouvait espérer 3 à 4 LOI. Aujourd'hui, pour en décrocher une,
c'est très dur. Donc, on a cet impact où un intérêt, des intérêts très forts et très clivants. Et il est évident que, comme vous l'avez dit, ça va être un marché de plus en plus acheteur et ils vont imposer un petit peu leurs conditions, d'avoir des process très tendus avec 2-3 tours, sans pouvoir rencontrer le management, sans exclusivité, etc. Ça va être de plus en plus dur à maintenir et avec des gens qui vont être beaucoup plus rassurés. Nous, on nous a demandé récemment là, sur une lettre d'intention, on nous a demandé un break-up fee inversé. Si nous, on breakait le deal, alors, donc le vendeur n'a aucun engagement. Hein. Le vendeur, quand il signe une LOI, il s'engage à pas grand-chose et l'acquéreur encore moins. Mais voilà, l'acquéreur nous dit voilà, moi, je veux un break-up fee si vous décidez de ne pas me retenir. Nous, à l'inverse, en général, avant, quand on était sell-side, on disait voilà, vous, acquéreur, si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous nous donnez un break-up fee. Donc, ouais, ça va devenir de plus en plus acheteur, je suis d'accord. Et deuxième question, dans ce rapport de force entre acheteur et vendeur, c'est sûrement au niveau de la négociation de la documentation juridique. Est-ce que vous pensez que dans cette période, dans les packs d'actionnaires, il va y avoir des clauses qui vont être exigées, des garanties, des clauses MAC, qui vont vraiment être récurrentes dans le monde d'après Covid? Oui, il y a tout ce qui est tout ce qui est en effet les clauses de force majeure, de MAC, d'indécision, etc., qui étaient, c'était pas des clauses qu'on négociait, très honnêtement. Jusqu'à présent, même dans les contrats bancaires, la clause de MAC ou la clause de force majeure, on la regardait même pas, c'était pas un sujet, quoi. Aujourd'hui, je vous disais qu'on a closé 6 deals pendant le confinement. Il y en a un qu'on n'a pas closé parce qu'on avait 7 deals à closer. Pourquoi? Parce que la banque, tout simplement, à la veille du signing, a dit à son client acheteur, je te finance ton opération, donc demain tu signes, mais sache qu'entre le signing et le closing, il y a une forte probabilité pour que j'active ma clause de force majeure. Ce qui voudrait dire que je ne viendrai pas au closing, même si je me suis engagé. Je t'ai signé un term sheet où je faisais une prise ferme et où je me suis engagé à les fonds, mais j'ai cette clause. Et on est clairement dans ce schéma-là. Donc, si demain tu signes, peut-être que dans un mois, quand tu iras faire le closing, tu iras faire le closing sans mon financement. Et donc, c'est à l'acquéreur ensuite de prendre son risque et à financer sur fonds propres ou pas. Donc, c'est évident que dans la documentation juridique, nous, il y a quelques bons articles qui ont circulé là-dessus sur l'impact sur la documentation. C'est évident que ces clauses-là vont être de plus en plus renforcées avec ceinture, bretelles, et qu'elles vont se multiplier. Et que ça va du coup, ça va devenir une clause à négocier, là où ce n'était pas un point dans le passé. Autre aspect qu'il peut y avoir sur la documentation juridique, à part ces clauses-là, c'est notamment, je parlais de clauses de variabilisation du prix, et c'est vrai aussi bien sur les transactions M&A, LBO. Donc M&A, ça peut être donc des compléments de prix, des earn-out, vous payez une partie du prix en fonction de performance. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est un peu exacerbé. Deux, sur les LBO, ça peut être des actions de préférence où la valorisation serait revue dans le futur en fonction de certains événements. Voilà. Et dans les deals venture growth equity, on a déjà les clauses, mais qui peuvent être amenées à se muscler dans ce contexte de marché, qui sont les clauses de liquidation préférentielle, où l'investisseur dit, moi, à la sortie, je me sers en premier sur les proceeds d'une session. Donc, je me garantis finalement un rendement, quelles que soient les performances de la boîte et surtout quel que soit le prix de sortie. Ok, c'est très clair. Et au niveau un petit peu plus tôt dans le process, au niveau des due diligence, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des acteurs ou des nouveaux consultants qui vont être mandatés pour évaluer des risques sanitaires, par exemple, de société, ou est-ce que vous pensez que ça va se compléter dans ce qui existe déjà en fait? Alors, nous, les secteurs qu'on couvre ne sont pas tellement sujets à ces risques-là, parce que c'est des secteurs très digitaux, très honnêtement, difficile à dire. Après, là, pareil, c'est des exemples plutôt très terrain, très live qu'on a eu. On a eu d'un acquéreur sur pré-LOI qui nous demandait de lui envoyer un certain nombre d'informations au-delà des informations financières, de l'infomémo, etc. Et il y avait notamment un questionnaire à remplir qui est un questionnaire Covid. Donc, quelles mesures ont été prises en interne, comment est-ce qu'ils voient la sortie de crise,
comment les employés, quel est pas la santé mentale, c'est un mot, mais quel est l'aspect psychologique des employés en ce moment, comment ils gèrent le stress. Voilà, tout un tas de questions finalement que jamais on aurait pu voir avant cette crise, mais qui faisaient partie de la batterie de tests et la batterie de questions d'un acquéreur. On parle d'un un gros acquéreur US, donc forcément qui est toujours plus enclin à mettre en avant ce genre de choses. Merci beaucoup. Alors, on a couvert pas mal de thèmes. Peut-être qu'on va passer aux questions qu'on a dans le chat et dans les Q&R. Ouais, Donc, je sais pas, il y a j'ai essayé d'en adresser quelques-unes ouais. déjà, mais Alors, il y en a à la fois dans le chat et dans le Q&R. ouais, Donc, je ne sais pas si tu as pu un petit peu voir ça. Moi, il y en a une là d'un spectateur qui nous pose la question sur la structure de financement des deals. Est-ce que ça va être impacté, en fait, le pourcentage de financement en cash, en titres? Est-ce que ça va être la trésorerie existante ou des nouvelles dettes? Donc voilà, est-ce que vous Mhm. avez Ouais. Oui, oui, clairement. Il y a deux choses que j'ai signalées. Un, c'est le levier. Donc, voilà, comment on finance l'opération, fonds propres, dette. Hein. Après, on avait des leviers. Alors, nous, à nouveau, je dis, on n'adresse pas le large cap. On a pu connaître, même avant 2008, des leviers où on montait à 8, 9, 10 fois les l'EBITDA. C'était juste délirant, où en fait, on faisait un LBO pour refinancer la dette et finalement pour rembourser la dette existante. C'était infini comme ça. Sur le small mid cap qu'on adresse, ça a toujours été des levées beaucoup plus restreints, du 4, 5 fois, 6 fois parfois les bidas sur certains secteurs. Aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus précautionneuses là-dessus. Ils disent, voilà, nous, on va faire une offre sur du 2-3 fois les bidas en levier. Donc, clairement, recours à la dette plus cocheuse, clairement. Et deux, dans la structure des deals, évidemment, différer le paiement sur des résultats futurs. Donner du titre ou payer en titre, bon, ça arrive tout le temps. C'est sûr qu'en faisant ça, on transfère une partie du risque sur celui qui accepte les titres. C'est une évidence. Maintenant, ce n'est pas en tout cas quelque chose que nous, on a encore vu apparaître majoritairement, mais à nouveau, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. Ça fait 2-3 mois. Mais autant les compléments de prix, le sujet de dette bancaire, ça, on le voit tout le temps. Autant ce sujet de split cash-titre, on n'a pas encore vu d'impact sur nos transactions. Oui, c'est vrai qu'il faudra peut-être un petit peu de recul pour voir s'il y a un changement à ce niveau-là. Une autre question dans le chat aussi. Alors, bonjour monsieur, dans quelle mesure pensez-vous que les actions des banques centrales, notamment de la BCE, sont en mesure de casser la logique d'un marché dominé par les acheteurs que vous décrivez, surtout pour les LP? Voilà. Alors, il complète, je lis à la fin quand même, le cash et investir, les portefeuilles des fonds doivent tourner et se récent flight to quality n'est peut-être que très conjoncturel, voire opportuniste, d'autant que, comme vous le mentionnez, les valorisations ne semblent pas aujourd'hui significativement impactées. Ouais, alors, je suis je suis pas économiste, mais en tout cas, au moins, toutes les décisions des banques centrales jusqu'à présent, elles auront permis de faire en sorte que tout ne se soit pas écroulé. Donc, ça, c'est déjà un très bon point. D'endiguer le côté marché acquéreur, à nouveau, c'est toujours un sujet d'offre et de demande. Et comme je le disais, sur les très beaux actifs, oui, il n'y a pas de sujet sur les très beaux actifs. Il y a un engouement qu'on ne connaissait pas. Mais on ne va pas pouvoir, dans un portefeuille de deal, avoir que des beaux actifs. Ça n'existe pas. Que des très beaux actifs qui seront préemptés par les investisseurs ou les corporates. Donc, moi, mais c'est à la limite un marché acheteur, c'est pas grave. Il faut juste s'adapter à la chose et aller structurer les deals différemment et à nouveau les attentes surtout des clients différentes. Si on est persuadé que le marché va rester acheteur pendant 4-5 ans, souvent les gens ne diffèrent pas leurs opérations, mais je disais au départ que certaines personnes avaient mis leurs opérations on hold. Pourquoi ils l'ont fait, outre le fait de ne voir où ils allaient, c'était de se dire ce marché qui va être beaucoup plus buyers friendly et avec des valos peut-être plus basses, j'ai plutôt intérêt à attendre parce que je fais un mauvais 2020,
mais finalement, j'ai plutôt intérêt à montrer des performances 2021 qui ont repris et montrer l'amorce de ce qui se passe en 2022. Donc, il faut que je diffère plutôt ma session à 2-3 ans et je serai revenu sur un marché qui sera plus sell-side et un marché qui sera plus friendly en termes de valorisation. Donc, à nouveau, c'est des phases. On a toujours connu ça. Nous, on a sur certains secteurs qu'on suit, comme l'IT services, le courtage d'assurance en ligne, etc., on a fait des charts pour montrer des cycles. Et on avait souvent, en fonction des trucs, des cycles de 6-7 ans. On avait cette vague des valos et cette vague du marché très acheteur et très vendeur. Faut juste, le métier de banquier d'affaires, à la limite, c'est pas tellement de se dire je veux être que dans un marché sell-side ou que dans un marché avec les plus grosses valos. Le métier de banquier d'affaires, c'est de se dire je veux être là où il y a les bonnes opérations avec les bons actifs au bon prix. Et on n'est pas là ni pour faire monter les valos ni pour les faire baisser. On veut juste qu'elles s'adaptent à la réalité de marché. Donc, il y avait une question que j'ai vue sur est-ce que le marché du restructuring va être aussi bon que le marché du venture. Ouais, c'est quoi? Pour parler avec tous les avocats restructuring aujourd'hui, ça va être, on ne le voit pas encore à nouveau parce que les PSE, quoi que ça commence, mais les plans sociaux, les dépôts de bilan, etc., les procédures collectives ont été gelés pendant un bon moment. Ça va reprendre, mais Q4, ça va être pour eux, ça va être une orgie. C'est une évidence. Et pareil, voilà, il y a aussi du boulot pour les banquiers d'affaires sur du restructuring. Faut juste savoir bien se positionner. Mais à nouveau, le but, c'est même dans ce contexte-là et même sur des deals restructuring, c'est juste de trouver sa place et d'avoir le bon deal. Il n'y a rien de… on n'a pas à la limite… C'est-à-dire qu'on n'a pas à juger la valo, parce que bien évidemment, on doit juger la valo, mais le but, c'est de s'adapter au marché tout le temps. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question, M. Azenco, plus sur Cambon. Pourriez-vous nous donner un exemple parmi les deals récents de Cambon, ainsi que le rationale stratégique de ce deal? Donc, alors, sauf si, problème de confidentialité, évidemment. Non. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Peut-être un exemple pendant le confinement, peut-être, ou un des deals que vous avez. Ouais, je voulais en illustrer un en prendre un qui illustre bien finalement les tendances que je donnais et puis même la conversation d'aujourd'hui sur le support qu'on utilise. On a fait une jolie levée de fonds récemment de 15 millions d'euros avec un fonds US et un fonds français aussi en accompagnateur d'une boîte qui s'appelle Powell Software, qui fait un software de ce qu'on appelle une digital workplace. Donc, c'est ce qu'on a appelé dans le temps l'intranet. Ce qu'on appelle aujourd'hui donc le digital workplace, c'est vous arrivez le matin, vous ouvrez votre PC et vous avez tout votre environnement de travail en fait qui est rassemblé en un point d'entrée. Et c'est la vertu aussi de faire ça autour d'Office 365 et de SharePoint et de dire ok, j'ai mes mails, j'ai mes news, j'ai mes tâches, j'ai mon calendrier, j'ai mon chat interne, j'ai les événements internes, j'ai des news externes et je gère tout en collaboratif dans un seul point d'entrée. Pourquoi je signale ce deal? Parce que ça illustre bien l'aspect, il y a eu beaucoup d'engouement collaboratif. Ça, on l'a closé juste avant le Covid, hein, mais c'était juste une preuve de ce qui allait arriver. La boîte, forcément, elle a explosé pendant le Covid parce que faire du collaboratif, c'est ce qu'on a tous appris à faire pendant cette période-là. 2, ça montre aussi un autre trait important. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail du venture, ou du growth equity, mais l'attrait de la France pour les fonds US. Ça, c'est de plus en plus prégnant. Hein. Il y a 3-4 ans, c'était une transaction sur 20 où il y avait un fonds US qui était impliqué. Aujourd'hui, toutes les semaines, quand il y a une annonce d'un joli deal, d'une jolie levée, il y a un fonds US là-dedans. C'est une évidence. Donc, ça, c'est assez prégnant. Et troisième chose qui est intéressante dans ce deal, c'est que c'est un business de software SaaS, donc hyper récurrent, ce qui a plu aux investisseurs. Ok, très clair. Autre question assez intéressante aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé, il me semble. Pensez-vous que le small cap sera plus impacté que le mid ou le large cap? Moi, je pense que c'est le contraire.
Non, là, je pense clairement, on l'a vu, hein, là, c'est vraiment les deals large cap qui ont été largement le plus impacté. Je pense que le SMIC va être bien plus préservé. Nous, on est très convaincus de ça. Ok, très clair. Autre question, comment pensez-vous que les fonds vont pouvoir faire face à leurs nouveaux besoins en dette et renégocier les potentiels nouveaux covenants liés à la crise sanitaire et économique? Alors, je suis pas sûr les fonds pour les entreprises, parce que pour rejoindre ce qui avait été dit sur le marché buy side, les fonds, je fais une petite digression, mais ça me permet de revenir au sujet. Les fonds aujourd'hui, clairement, hein, c'est peut-être ce qui peut contrebalancer cet aspect marché buy side, c'est que les fonds n'ont jamais eu autant de cash disponible, ont levé énormément d'argent, ont beaucoup d'argent à investir. Donc, et c'est pour ça que je disais, quand il y a un bon dossier en ce moment, elles se ruent dessus parce que elles ont une quasi-obligation d'investir cet argent. Parce que pour aller relever un fonds derrière, il faut avoir investi. Donc, leur sujet, c'est qu'eux ne dépendent pas de la dette pour leur propre, on va dire pour leur propre financement. Par contre, évidemment, sur les transactions et les boîtes qu'elles accompagnent, elles dépendent de la dette. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont plus précautionneuses. Il y a d'ailleurs, en accompagnement des banques ou en remplacement des banques, vous savez, il y a beaucoup de fonds aujourd'hui de dette privée, des fonds de mezzanine, des fonds d'unitranche, qui proposent des produits en compétition, on va dire, avec les banques. Et donc, logiquement, c'est des fonds qui vont avoir de beaux jours là, dans les prochains mois qui arrivent. Par contre, les boîtes qu'elles ont accompagnées, ben, oui, clairement, vont péter leur covenant dès la fin de l'année, si ce n'est au 30 juin. Et c'est de la renégo, quoi. Elles vont toutes aller renégocier leur covenant. Il y aura pas le choix, mais vu les messages qui ont été envoyés par les gouvernements aux banques, ça ne devrait pas être un sujet, quoi. Ça ne devrait pas être un sujet. L'aménagement aussi des mesures sur les procédures collectives amiables. Donc là, je ne parle pas des RJ, etc., mais je parle plutôt des conciliations, mandats ad hoc, ce genre d'opérations. Ça aussi, ils sont très encouragés et très encadrés aujourd'hui avec encore plus de bienveillance. Donc, tout ça mis bout à bout, logiquement, on devrait avoir des banques beaucoup plus conciliantes et des boîtes qui passent plus facilement leurs covenants. Une fois qu'on a dit ça, au-delà des covenants de la dette bancaire, sur le retail physique, à nouveau sur les sous-traitants auto, etc., on va voir ce qui se passe en septembre et puis au Q4, une fois que les mesures de chômage partiel, les mesures, le PGE devra être remboursé, on va voir comment ils vont faire. Je pense que ça va être assez compliqué. Merci beaucoup pour votre réponse. Une nouvelle question. On vous demande votre analyse sur le décalage entre la situation économique globale et l'enthousiasme des marchés qui pourrait être excessif. Ouais, c'est que je me pose tous les jours en regardant les trucs. Honnêtement, j'ai pas de réponse absolue parce que sinon je ferais un autre métier. Mais ce que je vois, c'est que toutes les semblants de bonnes nouvelles qu'il peut y avoir sont quand les marchés surréagissent aujourd'hui dans le bon sens vis-à-vis de mauvaises nouvelles où là, les réactions ont été quand même assez contenues. Ça, c'est une première chose, quoi. C'est assez factuel, on le voit. Hein. Et la semaine dernière, je crois que c'était American Airlines qui a pris en une journée 40-60% parce qu'ils ont dit qu'ils allaient reprendre leur trafic intérieur à 50% en juillet. On parle juste d'un repris du trafic intérieur de 50% en juillet et l'action explose. Donc, il y a une surréaction par rapport à ça. Et deux, je pense que les marchés financiers aujourd'hui sont convaincus que les gouvernements, vu les mesures qui ont été et l'argent qui a été déployé sur le marché, ont fait les bonnes choses par rapport à ce qui leur avait été reproché en 2008 et dans les crises précédentes où ils trouvent qu'ils n'étaient pas assez mobilisés. Et ils ont tous salué ça. Et dernière chose, je pense que par rapport au rendement
qu'il y a sur d'autres classes d'actifs. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs se disent que l'equity, les actions restent sur les 2-3 prochaines années le meilleur placement. Alors, par rapport justement au soutien des gouvernements, il a aussi, vous êtes présent avec Cambon sur la partie venture, il a annoncé un plan de soutien aux startups de, je crois que c'est 500 milliards, pour justement éviter en fait que des grosses structures américaines viennent faire entre guillemets leur marché dans l'écosystème français. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et comment ça va se déployer à votre avis? Ouais, j'avais lu que c'était alors, j'avais vu des petits chiffres, moi, sur un petit fonds, mais de Alors, 500 millions, un truc ouais, comme ça. attendez, il me semblait que… Mais en tout cas, honnêtement, la problématique de dire est-ce qu'on a des actifs français qui vont passer dans les mains d'investisseurs étrangers, je veux dire, c'est presque un problème de riche. Le jour où la question se pose, honnêtement, pour moi, c'est pas un vrai problème. Et à la limite, on peut se demander pourquoi ça arrive plutôt. C'est que soit notre chaîne de financement, soit notre panorama d'acquéreurs français n'est pas suffisant pour satisfaire les startups qu'on a en France. Ça, c'est une vraie question à se poser. Je pense que c'est beaucoup moins le cas, hein. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et à nouveau, des actifs technologiques français qui passent dans la main d'acquéreurs US, il y en a très peu. Il y en a très peu dans les faits. C'est pas comme Israël ou même le UK. On en est très loin. Donc, je sais pas, pour moi, honnêtement, c'est pas l'urgence absolue, quoi. Alors, pour être précis, les derniers chiffres, c'est vrai que c'était 1,2 milliard apparemment Ouais. voilà, pour ces startups. Une question plus personnelle aussi qu'on vous a posée, Monsieur Azinco, sur votre parcours. Est-ce que votre expérience chez Devoteam, qu'on n'a pas parlé de votre cursus avant le Cambon, vous sert au quotidien et comment? Ouais, moi, les deux expériences que j'ai eues avant, c'était en effet, je m'occupais des acquisitions chez Devoteam, donc une boîte de services informatiques, et ensuite chez Dassault Systèmes, qui est un éditeur de logiciels. Bah, clairement, elles ont été fondatrices, ces expériences, parce qu'aujourd'hui, c'est les secteurs, ça fait partie des secteurs qu'on adresse. On est sur le domaine des tech, et au sein des tech, tout ce qui est IT services et software est assez important. Donc, c'est aussi pour ça, et bien évidemment, et mon associé et fondateur David, lui venait pas du corporate, mais venait de cette industrie par le M&A. Et depuis le début d'avoir été hyper spécialisé, c'est ce qui nous a permis vraiment d'éclore aujourd'hui. Donc, hyper important dans le passé. Aujourd'hui, oui, évidemment, ça me sert quand même au jour le jour parce que on a acquis j'ai acquis des réflexes sur ces secteurs-là et forcément d'avoir traîné pendant quelques années dans l'environnement corporate en étant un corporate, ça donne une petite légitimité. Voilà, c'est vrai quand plusieurs fois, par les expériences passées que j'ai eues, j'ai pu être contacté par des gens qui disent voilà, Dassault Systèmes, c'est un des acquéreurs naturels, etc. C'est la plus grosse boîte de soft en France, la deuxième en Europe, la première dans le monde dans la 3D. C'est un acquéreur naturel pour plein de choses. Vous les connaissez, voilà, vous savez comment ils agissent. Ce serait pas mal qu'on parle avec vous pour nous accompagner. Donc, oui, ça donne une légitimité. Je suis pas du tout le seul chez Cambon. On a plusieurs personnes qui viennent de corporate et qui amènent cette couche, on va dire, voilà, métier et savoir-faire comme sur l'équipe Venture. On a pris des jeunes, par exemple Simon et Robin, qui venaient chacun de fonds d'investissement, un d'Iris et l'autre de Kerala. Pareil, quand on vient de l'autre côté, et on a aussi Thomas qui vient de Newfound, voilà, on a 3 personnes qui ont vu l'envers du décor. Alors, il nous reste quelques minutes, hein. Peut-être on va encore prendre une ou deux questions avant de vous libérer. Il y avait une question qui était posée il y a quelques minutes que je trouve aussi intéressante. On n'en a pas trop parlé. Est-ce que à partir de maintenant, on va avoir des nouveaux indicateurs de référence pour, pour prendre en compte les effets de la crise sanitaire, EBITDA ajusté ou autre? Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait prendre en compte ça dans les agrégats traditionnels ou nouveaux agrégats? Les BitDAC, c'est ça, les BitDAC. Ouais, Après coronavirus. Oui. Nous, ce qu'on fait actuellement, hein, pour être pareil, très factuel, on fait 2 choses. On présente un 2020, ce qu'on appelle budget initial.
C'est-à-dire, OK, voilà le budget qu'on a fait en début d'année, et ça, c'est le pro forma de la boîte. Voilà ce que notre boîte, voilà l'actif qu'on vous vend, voilà l'actif qu'on propose, voilà ce qu'il est capable de délivrer. Et c'est ça que vous devez regarder en priorité. Après, il y a le budget, on va dire, revisité post-Covid, qui est très circonstancié. Voilà, mais ce qu'on vous demande, c'est de vous dire que le passé, pour le projeter, il faut que vous preniez comme base le pro forma et certainement pas ce qui se passe de façon circonstancielle sur 2020. Donc ça c'est une première chose. Et évidemment, pour les fonds où, on le sait, les BIT ou les BIDA sont des agrégats de référence, pareil, on essaye de faire du pro forma là-dessus en montrant tous les impacts qu'il y a eu. Si je prends une boîte de service, je vais prendre toutes les personnes qui n'étaient pas occupées pendant ce moment-là, je vais retraiter une partie de leur temps en montrant que d'habitude c'était un temps occupé, que du fait de décision de client, ça n'était pas occupé. Pareil, si justement j'ai des charges liées au Covid que je vais essayer de retraiter, mais on essaie vraiment nous, de faire du pro forma 2020. Et il est évident que là on est en juin, donc c'est encore un peu tôt, mais dès la rentrée, on va les vendre du 2021. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a ça. Il y a aussi dans les ajustements, là, on parle de l'EBITDA, mais aussi au niveau de la structure financière, pas mal de boîtes ont recouru au PGE, ont différé des charges à payer. Donc, ça veut dire reconstituer un BFR normatif, reconstituer une DFN, pas mal d'impact là-dessus aussi. Merci beaucoup. Peut-être dernière question. On en a un petit peu parlé, donc je finis par ce thème, le recrutement. Ça va intéresser peut-être aussi nos spectateurs. On a compris que Cambon allait peut-être attendre la rentrée septembre pour recommencer à recruter. Quel est le profil type de junior que vous recherchez en termes d'expérience, en termes de compétences? Ouais. Alors, première chose, nous, et ça se voit par le parcours des associés, ou par la formation des associés, on n'est pas élitiste en disant on veut que des grosses écoles, etc. C'est pas le cas. Donc nous, on va pas s'arrêter à ça. On n'a jamais regardé un CV par ce prisme formation. C'est un élément bien évidemment évident. Donc nous, on veut être la première chose qu'on demande chez nous aux personnes, c'est, vous allez rigoler, hein, mais c'est d'être passionné. Donc nous, il y a des gens qui font ça de façon alimentaire. Il y a des gens qui font ça de façon passionnée. Pour durer dans ce métier-là, pour vous dire, voilà, je suis prêt à me projeter 10, 15, 20 ans pour devenir un bon banquier d'affaires. En tout cas, ce que nous, chez Cambon, on estime être des bons banquiers d'affaires. C'est notre vision. Il faut avoir ce feu, cette passion pour se lever le matin et transformer aussi la vie de nos clients, hein, la vie des entrepreneurs. Donc, nous, on aime bien déceler ça. Je pense qu'une des premières recrues qu'on a eues chez nous, quelqu'un qui s'appelle Guillaume chez nous, qui est devenu associé. Il sortait à l'époque, je ne sais plus si c'est le même nom maintenant, mais qui s'appelait Euromed. Voilà, donc l'école de commerce à Marseille. Voilà, il avait le feu, quoi. Il avait le feu dans ses yeux partout, etc. Et même s'il à l'époque il n'avait pas de gros stages en M&A, il n'était pas dans une parisienne, c'est quelqu'un qui a énormément grandi chez nous et qui s'est imposé. Nous, il y a ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on teste très vite dans la test, c'est la rigueur. Il n'y a rien de plus handicapant dans un deal que lorsque les échelons au-dessus doivent vérifier absolument tout, les échelons en dessous. Ça ne marche pas. Donc, nous, ce qu'on demande là-dessus, et on le vérifie très vite, c'est que les gens aient une énorme rigueur. Quand on est junior, le but, c'est pas de faire tout de suite des étincelles, des exploits. Ça, on le demande plus tard. Mais c'est en premier lieu d'avoir des gens qui sont hyper fiables pour faire gagner du temps et pour qu'on se dise, OK, ce qu'il a fait, c'est bulletproof. OK, je fais 2-3 contrôles de cohérence, c'est bon. Et voilà, donc on a une petite structure, on est 40 personnes, donc chaque recrutement est important. Il y a beaucoup d'instituts personnels, on n'a pas de turnover. Donc ça, c'est les deux premières qualités dont je vais parler. La troisième, c'est pur du feeling humain. Il faut qu'on se dise la personne va s'entendre avec les autres personnes dans l'équipe. On a déjà fait, ça nous est arrivé de faire des erreurs de casting et on en fera d'autres.
mais à 40 personnes, c'est quand même hyper important de conserver cet esprit, cette petite marque de fabrique qu'on a donnée. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Azinco, pour Merci à vous. votre temps, votre participation. On a beaucoup de participants hein, jusqu'à la fin, donc merci beaucoup à vous aussi pour votre présence et Ouais, pour merci à tous. avoir répondu présent. Le replay de ce webinaire sera disponible sur Internet et aussi sur notre plateforme. Voilà.